Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis enseignante pour l'Institut Mackenzie France. Je suis diplômée Mackenzie et je suis aussi philo IFOMT. J'ai fait un diplôme universitaire sur les méthodes en recherche et je suis en train de faire un master en rééducation et j'ai essayé pour la présentation là du coup de vous sélectionner un petit peu les études qui sont les plus qualitatives. Donc j'espère par contre sincèrement que ça va rentrer dans le timing et que je vais pas passer trop vite sur certaines choses. On va commencer avec donc l'objectif de la présentation là, ça va être de vraiment parler des dysfonctions sacro-iliaques et non pas des pathologies spécifiques type spondylarthrite ankylosante par exemple ou pelvic girdle pain avec les douleurs sacro-iliaques d'origine enfin de la femme enceinte. Bien sûr, tout ce qui est élément de diagnostic en tant que tel de c'est une origine sacro-iliaque des symptômes, ça va aussi s'appliquer à ces pathologies spécifiques-là, mais en fait, on va avoir des éléments de diagnostic spécifiques à ces pathologies-là, et clairement, j'aurais pas le temps de rentrer dans ce sujet-là. Euh, Au niveau anatomie, donc la sacroiliaque, c'est une articulation, donc il y a de la mobilité. Et là, pour le coup, j'ai pas spécialement cherché l'étude la plus quali, j'ai cherché l'étude qui retrouve le plus d'amplitude de mouvement pour vous donner une idée de à quel point ça bouge peu au niveau de la sacroiliaque. On va avoir à peu près 5 degrés d'amplitude de mouvement dans le plan vertical, 3 degrés dans le plan sagittal et 9 degrés, 8 à 9 degrés dans le plan frontal. Le fait que ça bouge aussi peu au niveau de la sacro-iliaque, c'est dû au fait qu'il y a énormément de ligaments qui soutiennent cette articulation-là. Donc, on en a deux j'espère que vous voyez ma souris, on en a deux en bas qui sont les ligaments sacro-tubéral et sacro-épineux. Et on va avoir 4 ligaments qui sont vraiment autour de la sacro-iliaque avec un ligament antérieur, un ligament postérieur, le ligament interosseux et le ligament ilio-lombaire. Et on se rend compte quand on fait des découpes anatomiques que ces ligaments-là, ils sont vraiment hyper épais, hyper résistants, hyper solides, que ce soit en antérieur ou en postérieur. Et le ligament interosseux, c'est le ligament qu'on soupçonne à l'heure actuelle être le ligament le plus fort, le plus solide du corps humain. Donc, c'est pour ça que ça bouge aussi peu au niveau de la sacro-iliaque. Et on verra tout à l'heure que ça va avoir une importance par rapport à certains tests diagnostiques qu'on peut faire. Autour de la sacro-iliaque, on a aussi pas mal de muscles, avec notamment le grand et le petit fessier, le biceps fémoral, l'iliopsoas, le piriforme, mais aussi le carré des lombes, le grand dorsal et les érecteurs du rachis, au-dessus desquels on va avoir le fascia thoracolombaire. Ces muscles-là, ils entourent la sacro-iliaque, mais ils n'ont pas vocation de la faire bouger. Et au niveau études diagnostiques, on n'a pas d'études diagnostiques sur la part causale des muscles sur le côté douleur d'origine sacro-iliaque. Il y a des études qui ont été faites sur le traitement en termes de est-ce que du renforcement musculaire, est-ce que de la stabilisation, est-ce que du contrôle moteur, ça peut avoir un impact sur les douleurs d'origine sacro-iliaque. Mais ça ne nous permet pas de tirer un trait de cause à effet en termes de c'est forcément un problème musculaire qui est la cause puisque ça le traite, dans la mesure où, par exemple, quand vous traitez un croisé, un patient qui s'est fait opérer des croisés, même si on a fait un DIDT en prélevant les ischio-jambiers, pardon, on va avoir une inhibition motrice du quadriceps et on a besoin de lever cette inhibition motrice-là pour améliorer la fonction. Donc, c'est pas le fait d'améliorer la fonction sur un patient qui a un problème d'origine sacro-iliaque en travaillant sur le côté musculaire qui peut nous dire que c'est la cause du problème. Par contre, au niveau cause des douleurs d'origine sacro-iliaque, il y a eu des études cadavériques et il y a eu des études avec des injections de produits anesthésiants, dans lesquelles ils sont allés voir sur les études cadavériques dans quelle structure on retrouvait des récepteurs, bon, je vais rappeler ça des nocicepteurs, et dans les études avec injection, ils sont allés voir quand on injecte telle structure, est-ce qu'on peut soulager la douleur des patients. Et ces études-là ont mis en évidence qu'il y a au moins 56% des patients qui ont une douleur qui est calmée quand on vient injecter le ligament interosseux.
Euh, on a aussi une innervation donc, de tous les ligaments, des anthèses ligamentaires, de tout le tissu conjonctif, y compris capsulaire, de tout ce qui est adipocytes et tout ce qui est vaisseaux sanguins qui sont autour de l'articulation sacro-iliaque. À l'heure actuelle, quand on regarde ce que dit l'International Association for the Study of Pain, qui est l'association référente dans l'aspect définition en lien avec la douleur, dans l'aspect diagnostic, eux nous disent que l'hypothèse principale, c'est le côté ligamentaire, à cause notamment de ces études par injection, et aussi parce qu'il y a des études cas témoins où on a allé prélever des ligaments sains. Alors, évidemment, on n'est pas allé prélever des ligaments chez les personnes vivantes, donc on se base sur l'historique de la personne dont on est allé chercher le ligament sur le cadavre pour déterminer qu'elle n'a pas de problème sacro-iliaque. Et ils ont mis en vis-à-vis des ligaments qui ont été extraits lors de chirurgie d'arthrodèse sacro-iliaque chez des personnes qui avaient des problèmes sacro-iliaques avérés. Et ce qu'on se rend compte dans ces études-là, c'est que les personnes qui au moins ont besoin de chirurgie sacro-iliaque, on a des vraies lésions ligamentaires avec une altération de la trame du collagène, ce que vous pouvez voir à droite là, avec des hématomes intraligamentaires et aussi avec une modification au niveau tissulaire. On va avoir une chondrification du ligament, ce qui fait qu'on se retrouve avec une structure tissulaire qui n'est plus adaptée à tolérer des contraintes, autant parce qu'elle est désorganisée, parce qu'elle est lésée, que parce qu'on a des cellules qui ne sont pas faites pour tolérer ces contraintes-là, pour amortir ces contraintes-là. Maintenant, en termes épidémiaux, vous verrez que l'épidémio, ça a son importance pour le côté diagnostic. Sur les sacro-iliaques, quand on vient faire des injections, des diagnostics par injection, on retrouve un diagnostic de sacro-iliaque chez entre 10 et 40% des patients qui consultent pour lombalgie. Alors, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat, le 10 à 40%, la fourchette, elle est énorme. Et en fait, sur les études qui sont faites, il y a des études qui sont faites avec une seule injection et qui estiment qu'avec une injection de solution analgésique et une amélioration d'au moins 50% de la douleur du patient, ça veut dire que c'est sacro-iliaque. C'est ces études-là qui retrouvent un 40%. Plus on est drastique sur les critères, plus la probabilité que ce soit d'origine sacro-iliaque, elle descend. Et les études qui retrouvent plutôt 10 à 20% d'origine sacro-iliaque, on se retrouve dans des études où on a une double injection avec une injection placebo et une injection de produits anesthésiants. Il faut que l'injection placebo n'ait pas beaucoup d'effets et l'injection d'anesthésiant, à nouveau, ça dépend des études. Il y en a qui ont pris un mieux de 50%, il y en a qui ont mis un mieux de au moins 80%. Donc dans les études où on fait double injection avec une amélioration d'au moins 80% uniquement avec l'injection d'anesthésique, dans ce cas-là, on a la probabilité qui descend énormément. Petit point négatif de ces études-là par rapport à moi en clinique dans la vie de tous les jours, ça ne correspond pas à la totalité de mes patients. Parce que ces études-là, elles ont été faites sur des patients qui sont chroniques et référés vers une injection diagnostique. Ce qui veut dire qu'on est sur des patients qui sont déjà en fait en échec d'un traitement conservateur. Les études qui ont été faites sur ce qui correspond le plus à ma patientèle, et je suppose à la vôtre aussi, ça va être des études où l'aspect diagnostique a été fait à la base de tests provocateurs de douleur. Pareil, on en reparlera tout à l'heure de ces tests-là. Dans ces études-là, j'en ai trouvé qu'une seule qui a une patientèle sur laquelle on a une patientèle un peu globale. C'est l'étude que je vous ai mise sur la diapo. En fait, ils ont pris plein de cliniques de chiropraxie au Danemark et ils ont pris tous les patients qui venaient pour lombalgie. Dans ces patients-là, on tombe à 8 à 10% de probabilité que ce soit une douleur d'origine sacro-iliaque. En sachant bien sûr que la prévalence, elle va dépendre des patientèles. Il y avait des études sur lesquelles on retrouve 3% de prévalence, par exemple, chez des danseurs, versus 30% chez des fermiers.
Donc cette probabilité déjà de base, quand on a un patient qui vient pour une douleur d'origine sacro-iliaque, pour une douleur lombaire, pardon, que ce soit d'origine sacro-iliaque, globalement on est sur 8 à 10%. Par contre, ça va fluctuer en fonction, bien évidemment, du patient qu'on a en face de nous et du type de population qu'on va avoir du coup au cabinet. En sachant que les facteurs de risque de développer des douleurs d'origine sacro-iliaque, ça va être le fait d'avoir eu une fracture lombaire, le fait d'avoir eu une chirurgie lombaire, et par rapport à la chirurgie, au plus il y a d'étages qui sont arthrodésés, au plus la probabilité de déclencher une douleur sacro-iliaque, elle augmente. En sachant que là où il y a le plus de risques d'avoir une douleur d'origine sacro-iliaque, ça va être bien évidemment quand les 4 étages lombaires sont arthrodésés, mais aussi quand on a une arthrodèse sur L5 et 5. Et on retrouve énormément de femmes dans les populations de douleurs de sacro-iliaque, y compris quand on exclut les femmes enceintes des études. En excluant les femmes enceintes des études, on a à peu près 70% de la population des études qui ont un problème sacro-iliaque. Donc le fait d'être une femme est aussi un facteur de risque pour cette pathologie-là. Maintenant, j'ai mon patient en face de moi et je vais aller commencer à l'évaluer. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, par rapport au questionnaire, je vais avoir que l'ossuosterie qui a été testé spécifiquement sur les problèmes d'origine sacro-iliaque. Et il a été testé avec des bonnes métriques, c'est-à-dire qu'il est corrélé avec la douleur initiale, il est corrélé avec la quantité de changement. Quand on est en post-chirurgical, on a une nette amélioration de l'ossuosterie. Et alors, l'ossuosterie, quand on est sur du lombaire global, pour pouvoir dire que le patient il s'est amélioré de façon significative, on va avoir une amélioration d'au moins 11 à 12. Sur les sacro-iliaques, il faut une amélioration d'au moins 19,5. Donc l'amélioration minimale clinique qui est nécessaire sur l'ossuosterie pour dire que le patient s'est amélioré, ça va être plutôt de 19 à 20 pour la sacro-iliaque. Maintenant, par rapport à la douleur. Alors, bien évidemment que je vais aller évaluer l'intensité de la douleur avec l'EVA, mais je vais aussi aller évaluer la topographie. Et la topographie de la douleur, elle peut avoir un aspect diagnostique, je vais en reparler juste après. Par contre, ce que j'ai colorié en bleu sur le diagramme corporel, là, c'est toutes les zones qui peuvent être douloureuses avec une origine sacro-iliaque des symptômes. Donc, on peut très bien avoir une sacro-iliaque qui déclenche des douleurs en lombaire central, tout comme au niveau du pli de laine, le long de la jambe et même jusqu'au 5e orteil. Petit fait surprenant, c'est qu'on peut également avoir des paresthésies sur ces zones-là. La meilleure explication qu'on ait à ça, c'est qu'il y aurait une soupe inflammatoire au niveau de la sacro-iliaque et que ça déborde sur les structures adjacentes et que ça vienne irriter en quelque sorte les nerfs qui passent à côté. En tout cas, il y a 3 études qui ont trouvé effectivement des paresthésies d'origine sacro-iliaque, c'est-à-dire que en venant injecter la sacro-iliaque avec un produit anesthésiant, on améliore les paresthésies. Et c'est aussi des choses que nous, on voit en clinique de temps en temps. C'est pas le plus fréquent, mais ça peut arriver. Ce qui veut dire que je ne vais pas exclure une origine sacro-iliaque en me basant sur le fait qu'il y a des paresthésies ou en me basant sur le fait qu'il y a une douleur lombaire centrale. Par contre, la IASP, c'est un des critères diagnostiques, c'est la topographie des symptômes. Il faut que la douleur principale du patient soit au niveau de la sacro-iliaque et ou de la fesse. Maintenant, par rapport à la notion de douleur centrale, c'est le seul élément de l'entretien qui a été évalué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais simplement on n'a pas de données dessus, qui a été évalué par rapport à son aspect diagnostique. Je vous ai mis les ratios de vraisemblance positifs et négatifs sur le diapo. En termes de ratio de vraisemblance positif, en fait, c'est un élément diagnostique qui nous permet d'augmenter ou de diminuer la probabilité post-test. À partir de 2, c'est quand même globalement assez significatif et assez utile. On aime bien quand c'est au-delà de 5, mais c'est rare qu'on ait des ratios de vraisemblance positifs au-delà de 5 en kiné. Pour vous donner une idée de comment on va utiliser ça, alors je suis désolée pour ceux qui connaissent déjà, on va utiliser des stats
Et la façon la plus simple en clinique que nous, on ait d'utiliser ça, c'est avec le nomogramme de Fagan. Donc, je vais prendre ma probabilité pré-test de tout à l'heure à 10%. Et je vais tracer une droite pour passer par mon ratio de vraisemblance positif, là, qui est à 2,41. Et en fait, ça me dit que si mon patient n'a pas de douleur centrale lombaire, la probabilité qu'il ait un problème d'origine sacro-iliaque, elle monte déjà à 20%. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui va me dire à 100%, ça c'est un problème d'origine sacro-iliaque. Mais vous allez voir tout au long du PowerPoint que l'idée c'est de construire en fait un diagnostic en augmentant petit à petit la probabilité que ce soit effectivement un problème d'origine sacro-iliaque. Donc pour l'entretien, on va avoir l'oswestry qui va être intéressant pour évaluer la fonction, le VA qui va être intéressante pour évaluer la quantité de douleur, et on va avoir en termes diagnostiques la topographie des symptômes, avec le fait qu'il y ait une douleur au niveau sacro-iliaque et ou dans la fesse en termes de douleur principale, et le fait qu'il n'y ait pas de douleur au niveau lombaire, ça va majorer la probabilité que ce soit un problème d'origine sacro-iliaque. Maintenant, au niveau de l'examen clinique. Au niveau de l'examen clinique, on a deux types de tests. On va avoir des tests palpatoires ou de mobilité, et on va avoir des tests de provocation de douleur. On va commencer par parler des tests de mobilité. Je sais qu'il y a des étudiants ostéo qui sont là. Je suis désolée d'avance pour la dissonance cognitive que je vais créer par rapport à ce que vous apprenez en cours. Au niveau des tests de mobilité, alors cette étude-là, elle date un petit peu, mais c'est la seule étude que j'ai retrouvée qui a été faite de cette façon-là. Ils sont allés prendre un goniomètre et ils ont mesuré la mobilité au niveau de la sacro-iliaque de par le goniomètre en même temps qu'ils faisaient une radio. C'était en simultané. Et en fait, sur cette étude-là, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de corrélation entre l'amplitude donnée par le goniomètre d'une personne à l'autre, c'est-à-dire d'un évaluateur à l'autre, pour le même évaluateur non plus d'une mesure à l'autre, et il n'y a pas de corrélation non plus entre la mesure donnée par le goniomètre et la mesure sur la radio, qui va être la mesure radio, c'est le gold standard pour évaluer la mobilité d'une articulation. Et ça s'explique justement par l'anatomie, ce dont on parlait tout à l'heure. Je vous rappelle, il y a au maximum du maximum, il y a 8 degrés d'amplitude de mouvement dans le plan frontal. L'erreur de mesure du goniomètre est de 10 degrés. L'erreur de mesure de l'œil humain est à peu près 10 degrés aussi. Et je pense pas qu'on soit plus pertinent qu'un goniomètre non plus avec de la palpation. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les revues systématiques qui sont faites sur la fiabilité de ces tests-là, que ce soit celles-ci ou des plus récentes de 2020-2021. Systématiquement, ça nous dit que la fiabilité interexaminateur et intra-examinateur, donc la capacité à mesurer la même chose systématiquement d'une fois à l'autre, elle est beaucoup trop faible, beaucoup trop imprécise. Si vous voulez, c'est comme si vous vouliez peser 1 kg de banane avec votre balance et qu'une fois, elle vous donnait 500 grammes et une fois, elle vous donnait 1,5 kg. Vous pesez 2 fois la quantité de banane. La première fois, vous tombez sur 1,5 kg. La deuxième fois, vous tombez sur 500 grammes. C'est pas pour autant qu'entre-temps, vous avez mangé 1 kg de banane. C'est juste l'erreur de mesure de la balance. Et là, c'est la même avec ces tests-là. Le problème de les utiliser, du coup, ce serait que quand vous les retestez plus tard, vous n'êtes pas sûr de si c'est votre test qui a changé à cause de l'erreur de mesure du test ou si c'est effectivement le patient qui a changé. Et en termes de capacité diagnostique, du coup, si déjà de base, 2 fois d'affilée, on ne mesure pas la même chose, ça veut dire que, quoi qu'il en soit, je ne tomberai pas 2 fois sur le même diagnostic. Donc, ça ne sert même à rien d'aller évaluer la capacité diagnostique en termes de validité, c'est-à-dire est-ce que je suis bien en train de mesurer ce que je pense mesurer. Donc, ces tests-là, la conclusion de toutes les revues systématiques sur le sujet, c'est de les laisser de côté et surtout qu'on a bien mieux. On a bien mieux parce que les tests de provocation, eux, ils ont une fiabilité qui ne sont pas mauvaises. Alors, la revue de Van der Werf, là, c'est une revue systématique et l'article de Harad, c'est un article en tant que tel. Donc, les derniers tests, là, l'abduction résistée de hanche, ça a été évalué que dans une seule étude. C'est pas suffisant, on a besoin d'autres données. Tout ce qui est flexion, adduction de hanche, la fiabilité, elle est
pas très très bonne, donc on va le laisser de côté. Je vais pas avoir le temps de détailler tous les autres tests. Je vais parler après de l'étude de Mark Laslett. Il a pris, lui, les tests de distraction, de compression, le Ganslen, le Sacral Thrust et le Side Thrust, en sachant qu'ils sont décrits dans son article si jamais. Par rapport à, donc ça c'était par rapport à la fiabilité. Maintenant, par rapport à la capacité diagnostique des tests de provocation, on a des ratios de vraisemblance positifs qui sont assez aidants. En sachant que cette revue-là, la revue de Hahn, qui date d'il y a 2 ans, elle est de très très bonne qualité. Et ils ont fait en gros une moyenne des ratios de vraisemblance qui sortaient des articles qui sont utilisés. Ils ont trouvé que le test de distraction en lui-même est déjà quand même pas mal, mais le fait d'avoir au moins 3 tests de provocation positifs, on a un ratio de vraisemblance positif qui est bien plus aidant. On pourrait se dire que dans ce cas-là, je vais en prendre au moins 3 positifs et le test de distraction. Ça marche pas comme ça, les stats. Vous allez vous pourrir votre raisonnement et je vous conseille vraiment pas de faire ça, du coup. Euh, le mieux à faire dans ce cas-là, vu que le test de distraction fait partie des tests de provocation, ce qu'il faut faire, c'est prendre celui qui a la meilleure capacité diagnostique et donc le fait d'avoir au moins 3 tests de provocation positifs. Maintenant, ça, c'était les chiffres de la revue de Hahn, dans laquelle il y a la fameuse étude de Mark Laslett, qui est sortie en 2003, dont beaucoup ont entendu parler. Je vous ai remis les chiffres bruts de exactement les mêmes critères. Le fait qu'il y ait au moins 3 tests de provocation positifs, pour que vous vous rendiez compte que de base, il y a une différence. J'ai fait le calcul, on a un ratio de vraisemblance positif qui est 1,7 fois supérieur dans l'étude de Mark Laslett par rapport à ce qui ressort de la revue de littérature de Hahn. Alors, il y a forcément, quoi qu'il en soit, des biais qui sont inhérents à l'étude. C'est possible qu'il y ait des fluctuations d'échantillonnage, mais c'est possible aussi que Mark Laslett, dans son étude, il a pris que des kinésithérapeutes pour tester les patients qui sont formés et certifiés McKenzie. Ce qui veut dire qu'il y a eu un lissage de l'apprentissage des techniques, puisque les tests de provocation sacro-iliaque, on les voit quand on est dans le cursus de base avant l'examen de compétences. C'est possible que ce soit pour ça que ça augmente la capacité diagnostique de ces thérapeutes-là. Autre possibilité, c'est le fait qu'il ait utilisé ces 5 tests, les 5 tests dont je vous parlais juste avant. Donc, test de distraction, compression, Ganslen, Sacral Thrust et Side Thrust. Et pas d'autres tests, en sachant qu'il les a vraiment sélectionnés. Vous voyez que le test de compression, la fiabilité, elle n'est pas si bonne que ça. Par contre, il l'a mis quand même, alors j'en ai pas discuté avec lui, mais je suspecte que ce soit parce que le Faber, c'est possible qu'on fasse plus ou moins la même chose que le test de distraction au niveau de la sacro-iliaque. Et le cranial shear, il ressemble énormément au sacral thrust. C'est pas la même chose, mais c'est possible qu'en fait on soit en train de tester les mêmes structures. Donc je suspecte que ce soit pour ça qu'il a sélectionné ces 5-là. Et le fait d'avoir un échantillon de tests qui est différent d'une étude à l'autre, ça peut vraiment changer la donne. Ce qui va être super important par rapport à cette étude-là, par contre, c'est que quoi qu'il en soit, on a une nette augmentation de la capacité diagnostique de ces tests-là à partir du moment où on a exclu les centraliseurs et périphériseurs. C'est-à-dire à partir du moment où on a testé le rachis lombaire et mis en évidence que le patient ne centralise pas ou ne périphérise pas à partir de mouvements répétés de fin d'amplitude lombaire. Et le 6,97, là, je vous disais tout à l'heure, les ratios de vraisemblance positifs au-delà de 5, on n'en a pas beaucoup en kiné. Et c'est ça qui va me permettre, en fait, si je prends juste l'étude de Mark Laslett, je prends ma probabilité pré-test à 10%, j'ai testé mon patient en lombaire, il centralise pas et périphérise pas, et j'ai 3 tests de provocation positifs. Ça va m'augmenter la probabilité que mon patient il ait une douleur d'origine sacro-iliaque à 40%. On n'est pas sur du 100%, on en est loin quand même encore. Hein. Et on va voir sur les toutes dernières slides, il y a un effet cumulatif de ces tests-là. Ouais, désolée pour le timing, Val. Donc, en gros, il y a peu de mobilité au niveau sacro-iliaque. C'est probablement pour ça que les tests de mobilité sont peu fiables
et ont peu de valeur diagnostique. Gardez en tête l'absence de douleur centrale, les tests de provocation et le fait que ces tests de provocation-là, ils sont d'autant plus pertinents qu'on a exclu les centraliseurs et les périphériseurs. Quand j'ai mon patient qui n'a pas de douleur centrale, je vais partir de ma probabilité pré-test à 10%. Ça va me donner une probabilité post-test à 20%. Si après ça, quand je fais mon examen clinique, je me rends compte qu'il ne centralise pas, il ne périphérise pas, et j'ai au moins 3 tests positifs, dans ce cas-là, je repars de ma probabilité de 20%, et ça va m'amener à une probabilité post-test de 65 à 70%. Donc c'est comme ça que je construis mon diagnostic sur les problèmes de sacro-iliaque. Et je vais m'arrêter là, je vais prendre vos questions sur les quelques minutes qui restent. Je suis désolée d'avoir débordé plus que nécessaire. Eh bien, écoute, pas tant que ça, Marie, parce qu'on est à 4 minutes de la fin, et ça nous laisse un petit peu de temps éventuellement. J'ai pas la Soit même pour heure que toi, alors. soit pour des questions, elles se manifestent pas tout de suite forcément, mais éventuellement, toi, quelles sont les questions qu'on te pose par rapport à ce que tu viens de nous dire et à ce thème? Tu as des questions Ouais. récurrentes par rapport à ça? Moi, c'est surtout le côté quelle force tu mets sur les tests. Parce qu'en fait, il y a ça qui peut nous biaiser sur les tests. Si vous y allez trop fort sur le premier test, il y a moyen que vous flambiez le patient et que vous flambiez bien comme il faut. Et que derrière, tous les tests soient sensibles parce qu'on a sensibilisé le patient. Donc, dans l'idée, il n'y a pas d'ordre dans les tests qui a été établi. Et quand on regarde les articles qui sont écrits sur le sujet, à aucun moment les auteurs ne décrivent la quantité de force qui est mise, ni en termes de quantité de force au sens strict du terme, de combien de newtons j'applique, ni en termes de est-ce que je vais jusqu'à produire, alors je vais forcément jusqu'à produire les symptômes, mais est-ce que je vais vite fort d'un coup ou pas. Par contre, donc l'idée c'est d'y aller doucement au départ, pour éviter d'avoir des faux positifs derrière parce que le patient est sensibilisé. Et aussi, n'oubliez pas que dans les noms de ces tests-là, il y a le mot trust. Je ne vais pas aller truster d'emblée le patient pour éviter justement ce côté sensibilisation. Et en plus, non seulement il va y avoir un côté sensibilisation au niveau périphérique, mais je peux aussi apprendre au patient que ce test-là, il fait mal et donc le sensibiliser, mais au niveau central cette fois. Donc je vais y aller graduellement et si le test est négatif, par contre, je vais augmenter le niveau de force. Et là, dans ce cas-là, par contre, il faut vraiment, tant que c'est négatif, il faut vraiment augmenter les forces et on peut aller jusqu'à du thrust, de la haute vélocité en fin d'amplitude. Donc mettre quand même pas mal de force dessus.